Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis africaniste. Je suis baboïste. Je suis ivoirien. Avec un cœur meurtri aujourd'hui. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément d'Odiéné, avec plus de précision du village de Samango. Je suis né au centre-ouest, à Isia, lieu de brassage africain par excellence. J'ai été baigné dans une enfance heureuse à Isia, bien qu'en ce moment, nos parents n'avaient pas de richesses visibles, argent, non, mais nous avions une grande richesse, c'était la famille. Et aujourd'hui, nous regrettons. Ceux de mon âge le savent de quoi je parle. Qu'on soit Agné, qu'on soit Bété, qu'on soit Sénéfo, ceux-là savent de quoi je parle. Et chaque fois que je parle, ils se retrouvent un peu dans mes dires. Et ça, c'est la vérité. Et je l'ai dit aussi, nous avons été une génération sacrifiée par l'éducation nationale de Côte d'Ivoire au temps de Bala Keïta, parce qu'il fallait un quota. Il n'y avait pas d'université, une seule université. Bon, aujourd'hui, vous voyez, les enfants aujourd'hui ont le bac à 13 ans, 14 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités où on peut les envoyer. La richesse est en train de venir. Nous sommes riches, mais la richesse est mal partagée. La richesse est mal répartie. C'est ça notre drame en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire. C'est notre drame en Afrique. L'Afrique est très riche. Nous le savons tous. L'Afrique est un continent vachement riche. Très riche. Sincèrement, moi, Sam, je n'ai rien à faire aux États-Unis. Sincèrement, je n'ai rien à faire ici. J'ai raconté une anecdote que je vais raconter encore, avec plaisir. Je conduisais du taxi, qu'on appelait gypsy, taxi sauvage. Les taxis sauvages ont été créés par les Africains à New York. Il n'y avait pas les taxis sauvages, ça n'existait pas. Et cela, je vais expliquer pourquoi il n'y avait pas de taxis sauvages. Les taxis officiels qu'on appelle les yellow, les taxis jaunes, en fait, travaillaient tous où les Blancs travaillaient, à Downtown, à Manhattan. Mais vers Harlem et aller dans le Bronx, non. Les Noirs devaient se contenter seulement des choses comme des trains, voilà, des subways, des trains. Train ou bus, seulement, quel que soit leur degré d'études, leur position au travail. Non. Il y a une ligne de démarcation. Et cela existe jusqu'aujourd'hui. Entre les riches, les blancs et les noirs. C'est la 110e rue. De l'est à l'ouest, c'est 110e rue. Personne ne le dit, mais c'est comme ça. Et quand tu dépasses ça pour aller en nombre décroissant, c'est chez les blancs. Quand tu dépasses ça, tu viens dans les nombres croissants, c'était les noirs. Donc, nous avons fait le taxi sauvage en ce moment, qui a été créé pour transporter les Africains quand ils quittaient leur coin, ils venaient à Downtown, et puis ils viennent descendre dans les trains, ils marchaient des blocs, des carrés comme on dit à Ouaga, des blocs avant d'arriver chez eux. Et ils étaient tout fatigués. Et nous leur proposions de monter et de les descendre pour $2, $3. Voilà comment est né les gypsies, les taxis sauvages que nous empruntions. Voyez-vous, il y a l'évolution partout. Bon, moi, je ne veux pas vraiment à venir ici, en toute sincérité, vu la richesse de mon pays. Mais nous avions en ce moment notre premier président,
qui a négocié avec De Gaulle, les Français, un deal qui avantageait la Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous étions avantagés parce que nous étions la vitrine que De Gaulle a voulu faire miroiter à tous les autres pays africains. Surtout à ceux qui ont voté le non ou ceux qui voulaient être africanistes et puis couper le cordon ombilical avec la France. Ils ont été punis. Et le plus connu dedans, c'est Sékou Touré. Pour les jeunes générations, Sékou Touré a dit non en 1958. Et De Gaulle a fait quitter tout. Vraiment, c'était la catastrophe là-bas. Et Houphouët avait tout. Houphouët avait un port qui a été mis vraiment sur le plan international aux normes internationales ou bien aux normes internationaux. Donc, le port d'Abidjan était le miroir de l'Afrique de l'Ouest. Houphouët a fait construire des écoles en Côte d'Ivoire, mais avec l'assentiment, avec l'accord de la France. Donc, Houphouët était privilégié, mais le problème que les jeunes générations ne savent pas, moi-même, je ne l'ai pas su sauf quand je suis arrivé ici. En contrepartie, c'est ce qui est aberrant, c'est ce qui nous fait très mal aujourd'hui, toute la richesse ivoirienne appartenant à la France. Ils ont signé des contrats comme ça. Je vous explique. La Côte d'Ivoire ne devrait vendre son café et cacao qu'à la France, unique et uniquement qu'à la France. Et c'est la France qui devait vendre notre café et puis récupérer tout le magot et nous donner des miettes. Et les cultivateurs ne recevaient rien. Il faut s'être un peu battu pour que cela augmente. Ça, c'est le café cacao seulement. La Côte d'Ivoire est un pays où il y avait le bois, mais le bois ivoirien. Personne ne sait jusqu'à aujourd'hui où est parti l'argent du bois ivoirien. Parce que les Français avaient le monopole encore dessus. C'est eux qui coupaient le bois, c'est eux qui venaient les mettre sur le port, et c'est eux qui déclaraient au fisc ivoirien, à la fiscalité ivoirienne, combien ils ont pris. Et quand ils prenaient 100 tonnes, ils déclaraient 2 tonnes, 3 tonnes. Vous voyez comment la France nous a grugés. Vous l'a dit, la France nous a volés. La France, c'est un pays voleur. Ça, c'est la Côte d'Ivoire seulement. Toutes nos richesses devaient passer par la France. La France ne produit pas un gramme de café et de cacao, mais c'est la France qui était vendeur ou vendeuse de notre café et cacao, de notre bois, de notre sous-sol. Il y a le diamant en Côte d'Ivoire. Il y a l'or en Côte d'Ivoire, en grande quantité, exploité depuis les années 40. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un petit stock d'or. Et nous ne savons pas, nous Ivoiriens, où part cet or. On ne l'a jamais su. Avec Houphouët a pris ça pour développer un tout petit peu la Côte d'Ivoire. C'est Houphouët qui a développé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce dont le nom chante aujourd'hui, non. Il est venu trouver entre Abidjan et Issia, il y avait le goudron. Abidjan, Issia, le goudron existait. D'Issia à Odiné, le goudron existait. C'était long, mais ça existait. Donc, on ne nous passe pas de goudron aujourd'hui. Donc, nous avons été appauvris et mettre dans notre tête qu'on est pauvre. Et réellement, nous, on a cru qu'on était pauvre. Parce que quand on te met dans la tête, tu es pauvre. Mais attends, c'est la même chose. Moi, je me rappelle très bien
que nos parents nous disaient quoi? Ah, je suis pauvre. Ne fantandez. Je suis pauvre. Mais attends, on te fait un lavage de cerveau que tu es pauvre. Donc ton père même qui dit que lui il est pauvre, ta mère te dit qu'elle est pauvre. Tes oncles, tout le monde dit on est pauvre. Mais tu es pauvre finalement. Pourquoi? L'homme est ce qu'il pense. L'homme est le reflet de sa propre pensée. Donc finalement, on est venu à croire qu'on est pauvre. Pendant que la France est en train de nous voler toute notre richesse. Nous le savons aujourd'hui. Je vous l'ai dit, bon, nous, on n'a jamais su ça très bien. Même le fait attendez là, à l'école, le bac probatoire est venu pourquoi? Pour limiter le nombre de bacheliers en Côte d'Ivoire. Vous pouvez croire à ça? C'est impossible d'attendre ça aux États-Unis. Quand un enfant travaille bien, on lui donne. On crée les structures. Mais Oufoué n'avait pas les mains libres. Aujourd'hui, Alassane a construit des universités un peu partout. Je mets ça à son crédit. Babou l'avait commenté, mais Alassane, il l'a fait aujourd'hui. Je mets ça à son crédit. Donc aujourd'hui, pour donner la note de bachelier à quelqu'un, ça ne coûte rien. S'il le mérite. Ça ne coûte rien si la personne mérite. Aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Mais nous voulons aller à un autre stade. C'est l'indépendance souveraine, réelle. L'indépendance de nos économies. L'indépendance de prendre nos décisions nous-mêmes. L'indépendance de nous gérer. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Mais il a fallu attendre un président très minable en France, que je salue au passage, Macron. Il a fallu l'arrivée du minable Macron pour que nous puissions finalement nous affranchir. Et comment? Cela a commencé au Mali. En Côte d'Ivoire, il n'était pas question. Gbagbo a été en avance sur son temps, comme Sankara a été en avance sur son temps au Burkina. Gbagbo a été en avance sur son temps. Mamadou Coulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre du budget ivoirien, il peut vous le témoigner aujourd'hui. Sarkozy a exigé sa tête parce qu'il n'était pas d'accord avec le franc CFA. Et c'est pas Sarkozy, je m'excuse, c'est Chirac, le grand Chirac. Chirac a demandé sa tête et il l'a obtenu. Pourquoi Gbagbo était seul? Parce que c'est sûr, là, il faut que vous soyez 2, 3, 5 pour que vous réussissiez. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pensons que l'AES aujourd'hui devait naître. Et l'AES est né. Et nous devons rejoindre l'AES. C'est notre salut est dans l'AES aujourd'hui. Le salut des Ivoiriens est dans l'AES. Le salut des africanistes est dans l'AES. Qu'on soit en Afrique centrale ou partout, aujourd'hui l'AES est là, vient de nous ouvrir les yeux. Et je vais faire une petite ouverture là-bas pour que vous compreniez réellement ce que je veux dire. Goïta est un soldat malien avec ses amis. Ils sont tous soldats. Et ils combattaient les terroristes au nord du Mali. Pour les Ivoiriens qui ne le savent pas, le nord du Mali avait déjà été partagé. C'est-à-dire que les Blancs, les Français l'avaient déjà enlevé du Mali. Ce qu'on appelait la partie Azawad. Les Blancs l'avaient déjà dit. Quand je dis les Blancs, je dis les Français. Avec la complicité des Algériens, ils avaient déjà partagé le Mali en deux. C'est-à-dire pour eux, le Mali utile, c'était le coin de l'Azawad, parce que les richesses sont immenses, très immenses là-bas. Et ils ont toujours créé des rébellions là-bas.
Maintenant, non, 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 non. Attends, c'est facile à comprendre, mais pour le néophyte, c'est difficile. Parce qu'il y a tellement d'idées qui viennent en tête. Regardez, la France a fait comprendre aux pays africains, à la conférence de la Baule, à Mitterrand, que les Africains n'avaient pas besoin d'armes pour se battre. Qu'ils avaient besoin de machettes, de couteaux et de dabas pour aller planter. Et que nous n'avions pas besoin d'armes pour nous défendre. Et d'ailleurs, nous allons nous défendre contre qui? Tant qu'ils sont là. Et ils vont prendre notre défense. Quels que soient ceux qui vont venir, vont prendre notre défense. Et nos chefs d'État, d'alors, ont cru à cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les armes que nous avions, on les a jetées. Je prends le cas du Mali, qui était très armé par l'URSS. Pour ceux qui comprennent l'URSS avant, la Russie avec les deux clans. Le clan communiste et le clan occidental. Donc le Mali était très armé. Modibo Keïta a armé le Mali. Et Moussa Traoré a fait ce qu'il peut. Et a armé aussi le Mali. Donc, à la conférence de la Baule, on leur a dit de se débarrasser de ces armes. Moussa Traoré ne voulait pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des manifestations monstres là-bas. Ils ont fait venir des gens ailleurs pour tirer sur les élèves. Et pendant ce temps, ils ont créé la rébellion. Et cette rébellion, c'est la France qui leur donnait des armes pour combattre les Maliens, les soldats maliens qui n'ont pas d'armes, dont on avait arraché les armes. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Les Français ont arraché les armes de l'État malien, disant qu'ils sont là pour défendre l'État malien. Et ils ont créé un groupe. Et ils leur ont donné des armes pour combattre l'État malien. Comment vous pouvez comprendre ça? Pourtant, c'est la réalité. C'est aussi simple que ça. Et quand l'armée malienne, avec les pauvres armes qu'ils ont, combattent quelque part et perdent, ils demandent à la France qui dit qu'elle est venue pour les aider, de leur donner des avions cargo pour déplacer les morts. La France refuse, que nous ne sommes pas venus pour ça. Quand ils doivent aller quelque part, et vous dites que c'est vous qui... Attends, on vient vous demander, vous dites que vous n'êtes pas là pour ça. Les Goïtas ont subi ces humiliations. Chaque fois qu'ils demandent quelque chose, on leur refuse. Et les présidents patrons qu'ils ont créés, les présidents poltrons, les présidents qu'ils ont voulu, c'est eux qui sont à la tête. Le dernier, c'est Ibeka. Comprenez-moi. Pendant ce temps, vous allez comprendre l'histoire qui s'est créée au Mali, qui est née au Mali. Ibrahim, le capitaine Ibrahim, avait été envoyé au Mali pour aider le Mali. Et il était à Tombouctou. Et il a subi tout ça. Il a tout suivi de pas à pas l'humiliation de l'armée malienne par les terroristes. Il a tout vu. Et il s'est dit, mon pays sera le prochain, et c'est comme ça que ça va se passer dans mon pays. Et effectivement, c'était la vérité. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans son pays. Maintenant, les Goïtas, ce qui va faire déborder le vase pour les Goïtas, c'est quand ils se sont débrouillés pour arriver aux portes de Kidal. Ils veulent rentrer dans Kidal, les Français leur disent, vous ne rentrez pas, ce n'est pas votre pays. Vous pouvez croire à ça? Les Français étaient là-bas, l'armée française était là. Et elle dit aux Goïtas, vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays, dans cette partie de votre pays, parce que ce n'est pas votre pays, ça ne vous appartient pas. C'est l'Azawad. C'est les Touaregs qui commandent ici. Et les Goïtas voulaient forcer. Et le militaire français général qui était là-bas a appelé
Hollande. Hollande, voilà, il faut appeler le président Ibeka parce que ces éléments qui sont là, ils ne veulent rien comprendre, ils veulent prendre le territoire coûte que coûte. Et Ibeka les a enjoints de rentrer à Bamako sur place, sans explication. En bon militaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés à Bamako. Et c'est là que l'histoire va se passer. Et quand ils sont rentrés à Bamako, pour ne plus qu'ils aillent combattre, on leur a donné des postes à Bamako, des postes de commandement, pour ranger leurs frères là-bas. Et c'est ainsi qu'ils se sont réunis entre eux. Heureusement qu'on ne les a pas éparpillés. Ils étaient soudés, ils étaient ensemble. Et ils ont décidé de déposer Ibeka. Et ils ont expliqué à Ibeka pourquoi ils le déposaient. Voilà où est né l'AIS. Et c'est là qu'ils ont compris. Et au fur et à mesure que Macron faisait des erreurs, mais eux, ils sautaient sur l'occasion. La première erreur de Macron, il a dit quoi? Il dit au ministère français de rentrer. Les Maliens vont nous voir, vont nous appeler encore. Ils ont dit, ben rentrez. Et ils avaient aussi leur plan en tête. Et après l'amunissement, après, tout le monde est parti. Et ils sont allés voir Poutine, qui n'attendait que ça. Et Poutine est venu les remplacer, et vraiment les remplacer. Et la rébellion est née, ils sont allés au machin, comment on appelle, au Burkina, où il n'y avait jamais eu de rébellion. Ils ont créé la rébellion là-bas. Et entre-temps, le Ndaloma de Damiba, qui a fait renverser Roch, parce que c'est eux encore qui ont fait renverser Roch, pour mettre leur pantin qui était Damiba. Et Ibrahim, qui avait subi des choses au Mali, avait ces trucs en tête. Et il en a parlé à ses amis. Ils ont enlevé Damiba. Et ça faisait 2 fronts. Ça faisait 2 pays qui ont subi l'humiliation de la France et qui voulaient prendre leur indépendance totale. Voilà 2 pays et des soldats qui ont su que leur pays n'était pas pauvre, mais on appauvrit leur pays. Leur pays était appauvri par la France et pour mettre dans leur tête, comme dans ma tête aussi, qu'ils sont pauvres. C'est ainsi qu'est née leur alliance première. Et entre-temps, ce n'était pas complet, parce que le Niger était là pour faire front. Grâce au bon Dieu, le Niger est tombé. Et aujourd'hui, ils sont 3 pays indépendants. Et aujourd'hui, Ibrahim est en train de faire des choses énormes au Burkina. Sans l'aide. Et puis je vais vous dire, qui parmi vous n'a pas entendu parler de l'aide? L'aide attend. Qui parmi vous n'a pas entendu ces aides? Sans les aides, mais ce pays-là, attendez là, ils ont dit merde, on ne veut pas votre aide. Gardez votre aide. On va manger l'herbe s'il le faut. Et aujourd'hui, le Burkina, la dernière fois, il y a 3 semaines, Ibrahim nous a dit qu'ils ont 36 tonnes d'or. 36 tonnes d'or. La Côte d'Ivoire n'a pas 1 kilo d'or. Pourtant, on produit l'or en Côte d'Ivoire nuit et jour. Le diamant est produit en Côte d'Ivoire nuit et jour. Nous n'avons pas 1 kilo de diamant, nous n'avons pas 1 kilo d'or. Où passe notre or? Où passe notre diamant? C'est notre combat aujourd'hui. C'est notre combat aujourd'hui. Nous sommes producteurs de pétrole dans notre tête. Même un seul balai de pétrole, nous ne le voyons pas. Nous raffinons le pétrole du Nigeria que nous rachetons à la France encore. Quelle aberration. Que voulez-vous comprendre, Ivoirien? RDR,
RHDP. C'est nous, notre combat, ça. Notre combat n'est pas ce que vous dans le, comment on appelle, l'ethnicisme, le régionalisme, parce que c'est ça votre combat, le régionalisme. C'est ça le combat des nordistes, le régionalisme. Alassane est notre enfant. Parce qu'Alassane est votre enfant, vous êtes en train de tuer les enfants des autres. Vous êtes en train de vendre votre âme. Alassane vous a donné quoi? Qu'avez-vous dans ce pouvoir d'Alassane? Qu'ont eu les nordistes dans ce pouvoir d'Alassane? Ceux qui se sont battus, Ibé, ils ont été tués. Ouattao a été tué. Soro est à l'exil. À Odiéné, qui vous avez là-bas? Qui on a à Odiéné? La petite qui était prostituée à Washington ici? C'est lui vous appelez cadre? Mais on est tombé trop bas quand même à Odiéné. On est tombé trop bas. Qu'est-ce que nous avons eu? Rien. Même pas des miettes, voilà notre combat aujourd'hui. Regardez le Mali aujourd'hui. Le Mali est en chantier. Que les Ivoiriens le veuillent ou pas, le Mali est en chantier. Le Burkina est un gros chantier aujourd'hui, sans un copec de l'extérieur, sans 5 francs de la Banque mondiale, sans 5 francs de FMI. Avant ma génération, on nous a fait comprendre que sans le FMI, sans la Banque mondiale, sans la BAD, on ne pouvait pas vivre. Ces pays-là vivent aujourd'hui sans ces pays, sans ces organismes vautours, sans ces organisations aujourd'hui, ils vivent. Et toujours, ils sont en train d'allumer, petit par là, les partis politiques. Attends, ils vont anéantir tous les partis politiques. Au Mali, au Burkina et au Niger. Parce que c'est eux qui ont créé la Chindi. C'est eux qui ont créé la pauvreté. La pauvreté que nous vivons aujourd'hui. Moi, Sam Idriss Samaké, je n'ai pas besoin d'être ici. Je vais vous donner un seul exemple. Adjoumani, l'argent qu'il a pris pour mettre dans les tombeaux, cet argent-là, ça peut construire combien d'hôpitaux? Combien de dispensaires? Ça peut acheter combien de tracteurs? Dans les tombeaux là, ça peut acheter combien de tracteurs? Imaginez-vous. Ça, c'est seulement Adjoumani. Patrick Hachi, que vous ne connaissez pas peut-être, mais je vais vous dire, il a des milliards dans les pays Hochefort. Il a des milliards là-bas. Et quel âge il a aujourd'hui? Il va mourir bientôt. Et cet argent-là est perdu pour la Côte d'Ivoire. Ces milliards-là sont perdus pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Pourquoi être aussi égoïste? Pourquoi cet égoïsme-là? C'est ça mon combat. Cet égoïsme-là, pourquoi? Le président Alassane, il a voulu 5 ans, il a eu 5 ans. Bédi lui a dit, je te donne les 10 ans. Les autres 5 ans, ton dernier mandat, il a eu ça. Il s'est octroyé un autre mandat. Dans ces 15 ans de mandat, quel argent Alassane n'a pas eu? Je vais vous faire découvrir quelque chose aujourd'hui, jeunes Ivoiriens et Africains. Le Mali, il y a un budget de souveraineté à la présidence du Mali. Depuis que Goïta est venu, le budget de souveraineté, il ne sait pas ce que c'est, il n'a jamais mis les yeux dessus. Qu'est-ce qu'il en fait? Il a fait des forages partout à Bamako pour donner de l'eau à boire, de l'eau potable à la population. Dans tous les villages reculés du Mali aujourd'hui, il y a de l'eau potable. Il y a 5 ans, ceux-là n'avaient pas l'eau potable. C'est le budget de souveraineté du Mali
qu'il prend pour faire ça. Quand il y a le mois de carême, il aide les indigents. À l'occasion de toutes les fêtes, même chrétiennes, il aide les indigents avec l'argent de souveraineté, qui ne touche pas. Il ne sait même pas ce que c'est. Il n'a jamais cherché à savoir. Il ne sait même pas où ça est. Ça, c'est Goïta. Ibrahim n'en a pas. Tiani n'en a pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent même pas entendre parler. Mais en Côte d'Ivoire, ça fait combien de milliards? Ça fait combien de milliards en Côte d'Ivoire? Ça fait 15 ans. Alassane seul a la main sur les 15 milliards avec son frère, ou du moins lui-même. En tout cas, les deux, ils ont la main sur 15 ans, ils ont la main sur ces milliards de budget de souveraineté. Vous pouvez prendre ça. Il faisait des dons. Père à l'âme d'Ablaï Koné. Ablaï Koné, j'ai discuté avec lui. Il faisait beaucoup de dons. Il a construit même des mosquées, même Yamsoukro. Je vous ai dit ça la fois dernière. Il faut faire ça avec le budget de souveraineté. Mais ça fait 15 ans, le budget de souveraineté en Côte d'Ivoire, personne ne sait où va cet argent. Donc moi je dis quoi? Président Alassane, tu es riche, vachement riche, immensément riche. As-tu besoin encore de cet argent? Pourquoi ne laisses-tu pas le pouvoir et aller vivre correctement, dignement, honnêtement, avec cet argent malhonnêtement gagné? Pourquoi ne le fais-tu pas? C'est easy. Laisse le pouvoir comme ça. Dominique est très riche. Dominique, son fils qui a le café cacao, pendant 15 ans, vous allez me dire que ce n'est pas suffisant? Et ces abrutis sont là pour dire encore que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça sera impossible le 4e mandat. En tout cas, moi je suis là. Je ne sais pas. Je souhaite que les Ivoiriens se sont levés et qu'ils restent debout. Que les Ivoiriens restent debout. Nous sommes fatigués. Regardez les gens qui vont mourir en Europe. Je vois souvent sur TikTok aujourd'hui des femmes assises dehors, sous le soleil, en train de tresser d'autres femmes. Cela n'existe nulle part au monde. Ça ne peut pas exister aux États-Unis. Tu ne verras jamais ça aux États-Unis ici. Ça veut dire quoi? La France est pauvre. Sans notre fric qu'ils volent. Parce que c'est du vol à grande échelle. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Vous voyez déjà, il y a 3 pays qui ont quitté la France. Vous voyez les problèmes en France aujourd'hui. Quand la Côte d'Ivoire va quitter, vous verrez. Moi, je vous le dis, si ce pouvoir tombe, 5 ans maximum, 10 ans au plus, les choses vont s'inverser. Les Français seront les immigrés de demain en Afrique de l'Ouest. J'aurais souhaité avoir aujourd'hui 30 ans. Parce que j'allais en employer aussi. J'allais acheter un grand champ de café cacao. Et puis leur donner la daba pour cultiver. Ça, j'allais faire ça en français. Pas quelqu'un d'autre, mais j'allais faire ça en français. Pas dans 10 ans, ils vont venir demander du travail. Le cas portugais est là pour illustrer ce que j'ai dit. Le Portugal a été colonisateur de l'Angola et du Brésil, mais aujourd'hui, c'est les Portugais qui vont aujourd'hui en Angola en tant qu'immigrés. Au Brésil aujourd'hui en tant qu'immigrés. Ils sont voisins des Français. Donc la France bientôt sera un pays d'émigrés qui vont émigrer ailleurs. Et ça, c'est possible. Ça, c'est très possible. C'est nous sommes de nos combats aujourd'hui. On n'est pas pauvres en Afrique. On n'a jamais été pauvres en Afrique.
L'Afrique n'est pas pauvre et on n'est pas pauvre. Africains, jeune génération, battez-vous, l'Afrique n'est pas pauvre. C'est nous autres là, on était pauvres. Vos parents, vos grands-parents, on était pauvres. Mais là-bas, des cerveaux, on était pauvres dans nos terres, mais on était pauvres aussi. Mais au moins, nous, on mangeait 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez même pas une fois. Une fois aujourd'hui, pour vous, c'est difficile. Je profite pour revenir à mon grand frère Alpha Blondy. Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Fadele ou bien Fadale. Bon, Fadale encore, je préfère l'ignorer parce que lui, c'est un ignorant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Quant à Tiken Jah Fakoly, je dois accepter une chose. Tiken Jah a le droit, sincèrement, de supporter Alassane. Parce que grâce à Alassane, Tiken Jah a été Tiken Jah. Avant Alassane, Tiken Jah faisait des chansons qui tombaient dans l'oubli. Mais il a été intelligent. Il a été très intelligent. Quand il a vu le mouvement d'Alassane, quand il a vu ce mouvement alassaniste, il s'est engouffré dans la brèche. Et il a commencé à chanter. Et les nordistes, qui ont toujours pensé que leur sauveur est venu, leur messie est venu. Tiken est nordiste, Alassane est nordiste, donc ils ont fait voyage ensemble. Et c'est Tiken Jah maintenant qui faisait des chansons pour glorifier Alassane, pour glorifier les nordistes, pour dire qu'ils étaient dans le droit chemin, ils étaient dans la bonne lutte. Et ça a créé Tiken Jah. Et c'est ainsi que Tiken Jah est né en fait. Donc il a surfé sur Alassane, sur le succès d'Alassane en fait. Tiken Jah a surfé sur le succès d'Alassane. Sinon Tiken Jah ne serait pas où il est. Donc je comprends Tiken Jah, s'il ne veut pas, parce qu'Alassane est indirectement son bienfaiteur. S'il ne veut pas, parlez-moi de son bienfaiteur, ça je lui concède ça. Mais ce que je ne concède pas à Tiken Jah, c'est le fait d'avoir été en Guinée, d'avoir exhorté Alpha Condé de ne pas faire son 3e mandat. C'est d'aller insulter Alpha Condé partout au 3e mandat, de dire des choses bêtes, des choses stupides sur Alpha Condé. C'est d'avoir dit des choses blessantes sur la personne d'Alpha Condé. Ça, je ne lui concède pas ça. Et il l'a fait. Et pourquoi c'était aujourd'hui quand Alassane fait la même chose? Parce que c'est des bros. Alassane et Conté, c'est des bros, c'est des brothers. C'est des jumeaux. Ceux-là sont des jumeaux. Pourquoi ajouter un jumeau et laisser l'autre jumeau? Il faut ajouter tous les jumeaux. Il faut les insulter tous. Il faut les mettre tous dans la même sauce. Il ne faut pas faire ta préférence. Donc Alassane est sa préférence et le jumeau d'Alpha Condé n'est pas sa préférence. C'est ce que je vois chez Tiken Jah. Et c'est ce que je ne suis pas d'accord avec Tiken Jah. Tiken, rattrape-toi. Yeah. Si tu l'as dit hier pour Alpha, là encore c'était 3e mandat. Mais aujourd'hui, Alassane veut le 4e mandat Tiken où tu es. Tu es en train de parler mollement. Pourquoi tu parles mollement? Tu as peur de quoi? Tu as assez d'argent pour vivre? Tu as peur de quoi? Bon, peut-être que tu es dans le même cas que moi. Peut-être ton grand frère, ta famille, la pression de ta famille. Mais tu dois leur expliquer, Tiken Jah. Moi, j'explique à ma famille. Je respecte leur choix. Mais aujourd'hui, moi, je sais ce qu'ils disent aussi. Je sais ce que certains membres de ma famille disent aussi. Je le sais. Ils ont peur.
Mais toi, Tikenja, tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? C'est pas normal, Tikenja. Donc, Tikenja, Malon Ninyakoro Ye, Niakoro Ninya, je pense que Nibekoro Yane. Sabari ka dofo quoi, il sabari. Ani derrière le quoi, il dofo. Aïe, fo. Parce que Sini nato de. Tikenja, Sini nato. Sini manja, Sini sa à côté. Donc, Nika name olele, ni maname, ok, no problem. Alpha, quand tu es venu, à ton arrivée sur la scène ivoirienne, Alpha, voilà ce que nous, les Djoula, on était un peu. On était jaloux, très jaloux de la réussite des autres musiciens d'autres ethnies, surtout des Bétis. La scène musicale ivoirienne était occupée, je peux dire à 80%, par les chanteurs Bétis, les musiciens Bétis. Ils faisaient le succès, de gros succès. Nous, au Djeneka, nous avions un chanteur qui était très bien, mais il était seul, c'était Mamadou Doumbia. Est-ce que la jeune génération le connaît? Non. Mais l'ancienne génération, ma génération connaît Mamadou Doumbia. Et nous, en ce moment, les Djoula excellaient dans les Goumbé, pour ceux qui se rappellent. Dans les Yagba, pour ceux qui se rappellent. Souvent dans les Mamaya, les Salou qui étaient joués dehors, on le faisait. Mais on n'avait pas de musiciens sur lesquels nous jeunes, on était jeunes en ce moment. Nous jeunes en ce moment, on pouvait surfer pour dire, bon voilà, on comprend sa langue, on comprend ce qu'il dit. Non, ça n'existait pas. C'était l'Ernesto Djidji, c'était, comment dirais-je, Luxon Pardo, Amédée Pierre, Jim Music, Ped, Jimmy Hyacinthe. Donc voilà, nous n'avions pas vraiment quelqu'un qui faisait faire. Alpha est apparu comme un messie. Quand Alpha est venu, oh my God, il fallait voir Adjamé, il fallait voir Aboboga, il fallait voir Koumassi, les taxis. Tous les taxis, quand tu rentres dedans, tu veux pas. C'est Alpha, tu vas écouter. Tu rentres dans Baka, tu veux pas. C'est Alpha, tu vas écouter. Dans les cars, surtout long voyage, Abidjan, Isia, tu veux pas. C'est Alpha, tu vas écouter. De la gare à la gare. De la gare d'Abidjan à la gare d'Isia, c'est Alpha, tu vas écouter. Et je voyais les BT souffrir. Ah, ils souffraient. Et souvent, ils disaient, mais attendez là. Mettez aussi Émile, notre Émile ou bien machin. Mettez quelqu'un qui on peut écouter. J'ai vécu ça aussi. Donc c'est ainsi qu'Alpha est venu et nous l'avons supporté. Nous l'avons soutenu. Avec nos maigres moyens. Moi, je ne travaillais pas, j'étais vagabond. Mais quel que soit le prix, je le payais, j'allais au stade de Fort-Moyen. J'ai été à Ma, j'ai été à Daloa, j'ai été à Boaké. À Boaké, où il y a un jeune qui a perdu, je crois que c'est un orteil ou bien un quoi là. Oui, j'ai vécu ça à Boaké. Et c'est nous qui avons fait Alpha. En ce moment, Alpha était le grand Alpha. C'était notre chanteur à nous. Il n'était pas dans la politique. Et ensuite, s'il était dans la politique, c'est à cause d'Oufoué. Il a chanté Oufoué, il aimait bien Oufoué. Oufoué l'a même reçu. Mais après Oufoué, Alpha s'est métamorphosé en anti-autre ethnie. Alpha est devenu un régionaliste. Alpha est devenu un raciste. C'est le mot que je cherchais. Et c'est le mot. Alpha est devenu très raciste. Et ces chansons, c'est là pour le prouver. Quand une ethnie monopolise le pouvoir pendant temps, la fin, c'est la guerre civile. Alpha l'a chanté. Il a fait beaucoup de clips sur ces choses-là. Alpha a fait trop de choses. Mais où est cet Alpha aujourd'hui? Quand Alassane veut faire un 4e mandat, où est cet Alpha-là?
Alpha n'est pas là. Alpha va mal finir. Alpha va très 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 mal finir. Et là, je vais dire quelque chose que je sais d'Alpha aujourd'hui. Parce que psychologiquement, j'ai étudié l'homme. Dans les années 80, personne n'a demandé à Alpha. C'est Alpha qui est venu nous parler de ses parents. Alpha nous a parlé de son père, de sa mère, de sa grand-mère. Personne ne lui a demandé. Il n'avait pas le droit de le faire. Mais c'est un sacrilège qu'il a fait. Alpha, la population a été divisée en deux en ce moment en Côte d'Ivoire. Une partie soutenait Alpha et ses thèses, parce qu'il a dit que son père l'a abandonné. Donc il n'a pas eu de mots assez durs pour ce monsieur. Sur les antennes de la Côte d'Ivoire, les radios, Alpha a insulté son père. Chez nous, ça ne se fait pas. Nous, nordistes, au Djeneka, xénophobes, ça ne se fait pas. Quel que soit ton anger, quelle que soit ta colère, voilà, ta colère, ça ne se fait pas. Alpha l'a fait. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais apprécié dedans. Et Alpha allait très loin. Il a vilipendé ses demi-frères qui n'avaient rien fait, qui n'avaient rien demandé. Il a honni sa propre mère qui n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Parce qu'il est venu la honnir de femme légère. Et il a honni son papa de mauvais père. Et Alpha allait plus. Alpha allait prendre des avocats. Et Alpha a pris une convocation, je crois, sur son père. Je ne sais pas comment cela a abouti, mais il a pris une convocation sur son père. Mais en ce moment, puisqu'il fume trop, il se drogue. La fumée, il n'a pas écouté les gens. Même Fulgence Cassila dit d'arrêter. Son ami son intime Ful. Et je me demande, si Fulgence était là aujourd'hui, est-ce qu'il serait encore d'accord avec Alpha? Il ne serait pas d'accord avec Alpha. George Benson est là. Il n'est pas d'accord avec Alpha, mais il ne peut rien dire. Il ne peut que se taire, je le sais. C'est psychologique, ça se sent. Si Fulgence était là, il ne serait pas aujourd'hui d'accord avec Alpha, son attitude. Alpha a fait tout ça. Je vais vous dire un truc chez nous. Le karma existe. Et Alpha, s'il ne fait pas attention, la honte, l'humiliation subie par ce monsieur, son père, qui n'a jamais répliqué, sa mère, qui n'a jamais répliqué, sa grand-mère, qui l'a aimé, Alpha va payer cette humiliation d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, grand frère Alpha, tu es plus âgé que moi. Je te regarde dans les yeux. Je t'ai tellement aimé dans mon enfance. En 1994, je veux que tu te rappelles, je partais en Côte d'Ivoire. Je suis venu en France, passer quelques jours avec ma famille, ma femme et ma fille. Et puisque je lis beaucoup, j'étais allé à la FNAC pour acheter des bouquets. Et je t'ai rencontré là-bas avec ma femme. Et on a causé. Tu as même arrêté ce que tu faisais. Et on est descendu ensemble. Et tu as échangé avec ma femme qui est américaine. Vous avez beaucoup causé. Et à la fin, on a fait des photos. J'ai mes petits frères qui ont les photos à Aïcha actuellement, ou bien à Daloa, je crois. Donc, c'est te dire que je te connais, je t'ai beaucoup aimé. Et je t'ai rencontré une autre fois dans ton restaurant. Je me suis présenté, tu dis, ah oui. Bon, on a causé. Muni de tout cela, je vais t'aider. Alpha, chez nous, ce que tu as fait, tu es allé trop loin. Mais on peut toujours réparer cela. Tu dois aller te repentir. Lequel de tes parents vit, je ne sais pas. Si tes deux parents vivent, va demander pardon, Alpha.
tes petits, comment on appelle, tes demi-frères, demande le pardon. Demande pardon à ta maman, demande pardon à ceux-là. Moi, c'est ce que je te dis. En tant que musulman d'abord, parce que je pense que tu as été à la Mecque, je t'ai vu. En tant que musulman d'abord, demande pardon à tes parents. Tu les as offensés d'une manière blessante, humiliante. Ça ne se fait pas chez nous. Il y a des choses, ça se lave dans la famille. Ça ne sort pas dehors. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Nous, on ne l'a jamais oublié. On ne l'a jamais oublié. Donc, tu dois aller demander pardon à ta famille. Tu dois tout faire pour réparer ça, Alpha. Alpha, tu es grand musicien, mais tu n'es pas aussi grand que Johnny Hallyday. Tu es plus grand que Johnny Hallyday chez nous, les Djoula, chez nous les Nordistes, chez nous les Africains. Tu es notre Johnny. Mais Johnny Hallyday a été dans ton cas. Son père a abandonné sa maman quand la grossesse a été 3, 4, 5 mois. Il a détalé, il a fui. Il est parti, Johnny est né. Sa maman s'est occupée de lui. Pour faire court, elle s'est vraiment occupée de lui. Et entre-temps, comme le karma existe, son père a perdu tout ce qu'il avait. Johnny l'a appris. Il a cherché à rencontrer son père et lui a donné sa dignité. Son père n'a pas supporté d'être à la charge de cet enfant qu'il a abandonné d'une manière honteuse. Il s'est éclipsé, il est parti. Quand je dis s'occuper de lui, il a cherché un appartement. Il lui donnait à manger, il lui donnait tout. Mais il ne venait pas le voir. Et c'est que rares il l'appelle, discute un peu, parce qu'il n'avait rien à se dire. Voilà un grand homme. Voilà ce que tu aurais dû faire. Et cela où tu aurais grandi. Et quand son vieux a disparu, il allait tomber encore dans ce travers, la boisson et autres. J'y passe. Et il se renseignait sur son papa. Il lui faisait parvenir des habits, des habits, un peu d'argent. Il faisait tout pour être au courant de son père, Johnny Hallyday. Et quand le vieux est décédé, il était au courant. Il a fait des funérailles, pas grandioses, mais dignes. Il lui a donné des funérailles dignes dans un des cimetières les plus chers de la France ou de Belgique, je ne sais pas. Johnny a fait ça. Puisque nous pensons que les Blancs sont mauvais, c'est nous les Africains qui l'ont fait. Nous les Africains qui le pensons, c'est pas vrai. Les Blancs sont très bons. Entre eux, ils sont très bons. Ils sont humains. Johnny a fait ça, Alpha. Donc, vous étiez dans le même cas. Il n'a jamais honné son papa. Il n'a jamais humilié son papa. Il n'est jamais venu sortir dire quelque chose sur son père et sa mère. Parce qu'en le faisant, il insultait sa mère. Et il insultait son père. Mais toi, tu l'as fait. Les écrits sont là, en Côte d'Ivoire. Les gens de ma génération le savent, Alpha. Je te rends service aujourd'hui. Va voir tes demi-frères si tes parents n'existent plus. Il faut faire ton mea culpa, comme on le dit. Va faire ton mea culpa. Sinon, Yaheji, c'est fou, c'est zéro. Ibi Timbondoula, c'est zéro, je te dis ça. C'est comme les imams kafris de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ne reconnaissent pas ce que Gbagbo a fait pour l'islam. Vous êtes dans la même sauce. Vous êtes de la même trempe. Mais toi, Alpha, tu peux faire quelque chose. À défaut de te racheter auprès de Gbagbo qui t'a aimé et qui te l'a montré, tu es un ingrat. D'abord, comme votre menton, vous êtes tous ingrats. C'est ce que je veux dire. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Salam alaikum.